Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tour de ferme chez Gilles de la chaîne YouTube Gilles, agriculteur du Loiret. Allons-y! Bonjour Gilles! Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à toi d'être venu jusque dans le Loiret. Super, un peu de route mais on a réussi. On est venu faire un tour de ta ferme, de ton matériel. On va regarder un petit peu tout ça, on va regarder la ferme et puis on ira peut-être faire un tour aussi à la Cuma parce que j'ai une grande partie du matériel qui est maintenant en Cuma à plusieurs, donc on va regarder tout ça. Allez, je te suis, on va aller voir Allez, ça c'est les anciens bâtiments de la ferme, qui n'étaient pas du tout fonctionnels quand je suis arrivé. D'accord. Et petit à petit j'ai essayé de les utiliser quand même. Et donc ça c'est un séchoir à oignons. Puisque je fais des oignons porte-graines. D'accord. Et donc on met les clés en bois qu'il y a au fond, là-bas. Et puis on installe tout ça pour pouvoir sécher les oignons, parce qu'on va les récolter dans un premier temps verts, et il faut les sécher pour après les rebattre derrière. Mais ça, si vous voulez voir ça, il faut aller voir les vidéos sur la chaîne. Oui, on voit tout ça sur ta chaîne, bien sûr. Voilà. Donc toi, ta ferme, tu l'as achetée, tu l'as reprise? C'est une ferme familiale, donc c'est mon grand-père qui est à l'origine de cette ferme. Et donc je loue les terres à mes oncles et tantes. D'accord, donc c'est très familial. Et j'ai repris maintenant il y a une dizaine d'années. Ok. Sur combien d'hectares t'es à peu près ici? Là j'ai 250 hectares cultivés. D'accord. Sur à peu près, la ferme fait 280 hectares, mais j'ai beaucoup de jachères parce qu'on est sur des petites terres. Donc environ 250 hectares cultivés. D'accord. Et en culture, tu fais donc de l'oignon porte-graines? Voilà, ça c'est une culture un peu spéciale, mais je fais surtout du colza, du blé, de l'orge, du maïs, du tournesol. Qu'est-ce que je fais d'autre? De la févrole. Ça doit être à peu près tout. Hein. Ouais, donc c'est de la grande culture. De la grande culture. Ok. Donc là, c'est un bâtiment qui est photovoltaïque. Et puis l'objectif, c'est de stocker tout le matériel. Ouais. En ce moment, il est plutôt vide parce que le matériel, il tourne. Ben, bien sûr. Donc là, j'ai une première partie qui est plutôt pour atelier, puis matériel de traction. Et puis toute la partie remplissage du pulvé. Donc ici, tu as ton merlot, un de tes fennes en plus étroit, ton pulvé. Alors, le merlot, c'est un des premiers matériels que j'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté avant de m'installer. Mon père avait acheté des bâtiments et puis il fallait qu'on refasse les toitures. Donc on avait trouvé ce vieux merlot qui a plus de 5000 heures, c'est les premiers. Et qui fait son travail de manutention. Qui fait son travail, donc on l'avait pris en 11 mètres pour faire les toitures. Et finalement, il a bien servi puisque c'est grâce à lui que j'ai pu faire de l'oignon, tout ça, parce qu'en fait, c'est qu'il y a beaucoup de manutention et donc on est obligé de, sans télescopie, c'est quasiment impossible. Donc lui, il reste là, il fait tout le boulot. Oui, il va pas trop sur la route parce que c'est plus ancien, ça va pas vite. Voilà, t'as beaucoup mieux maintenant pour rouler, je pense. Voilà, donc lui, mais il est très très pratique. Et puis pour les oignons, ça permet vraiment d'aller même retourner le tas, même faire tout ça, parce qu'on a vraiment un bras long, et ça aide beaucoup. Et puis, ce qu'il y a de bien dans ce... Alors c'est un vieux, j'ai eu quelques problèmes mécaniques, tout ça, voilà. Mais c'est encore des télescopies qui sont hydrostatiques et en fait qui sont très très doux. Qui sont très agréables. Et puis en plus, là maintenant, on a racheté un œuf à la Cuma, donc quand j'ai besoin d'en avoir un en complément, on en a un à la Cuma, et puis celui-là, il reste à la ferme, et puis l'autre, s'il y a besoin, celui-là, il ne coûte plus rien, donc il est payé. Maintenant, il est amorti. Au pire, il y a un peu d'entretien à faire, et puis que tu fais toi-même, parce qu'on l'a déjà vu. Oui, lui, il n'a jamais été voir un mécano. C'est l'avantage. Quand il n'y a pas d'électronique, c'est vrai que c'est bien un petit peu de poser. Oui, on dit toujours l'électronique. C'est la bête noire. Aujourd'hui, là sur ce tracteur, sur le Fendt, il y a de l'électronique, mais l'électronique, les écrans
j'ai jamais eu de problème, je suis jamais tombé en panne d'électronique. Par contre, l'électronique, il nous dit c'est tel capteur qui va pas, c'est telle chose. Donc c'est facile de réparer, c'est que tu regardes le code panne et puis tu sais que... Il faut trouver le bon code erreur sur une... faut regarder le bouquin, quoi. Voilà, il faut aller chercher le code panne et puis t'appelles le mécano, j'ai ce code panne, c'est juste, tu changes ça et puis... Oui, souvent tu peux te débrouiller toi-même. Alors donc, mine de rien, ce tracteur, il va de temps en temps chez le mécano, mais très rarement aussi. Sur les gros problèmes, on va l'emmener au mécano, mais la plupart des choses, je les règle à distance. On a un très bon mécano qui nous dit c'est telle chose qu'il faut changer, on change. Changer une électrovanne, changer un truc. Il ne faut pas être allergique aux écrans électroniques, il faut juste... Oui, moi j'aime bien, je suis un peu geek, donc... je pense qu'il y a de ça qui joue. J'en ai rajouté dans mes tracteurs, plutôt à en rajouter qu'en enlever. Donc voilà. On l'a préparé pour faire les apports d'engrais, pour faire le 3e tour sur les blés, pour faire les apports d'engrais sur les maïs, sur les tournesols. Pour l'instant, il n'a rien fait, puisque sans eau, on ne va rien faire. Voilà. Donc il est en attente. Le 3e apport sur les blés, on ne le fera pas cette année, puisqu'il n'y a pas... il n'y a pas les conditions pour. Mais par contre, il faut que j'apporte quand même sur le maïs et sur le tournesol. Là, les maïs sont à 5-6 feuilles, il est temps de l'apporter. Et ça ne sert à rien de mettre de l'engrais au sol s'il n'y a pas d'eau pour le faire pénétrer. Donc on attend qu'on ait vraiment une vraie pluie. Donc voilà, donc pour l'instant, en attente. Donc la plupart des matériels ici sont plutôt anciens, je n'ai pas les dates en tête, mais lui il a plus d'une dizaine d'années, lui il doit avoir 10 ans, je pense, le Fendt, et puis le Merlot, lui là. Merlot, il est collector. Il doit être des années 90, je crois. Donc il doit avoir au moins 30 ans. Voilà. Et donc après en autre tracteur, j'ai un petit 411 que j'ai acheté cette année. Que tu as acheté récemment, que tu étais allé chercher dans une vidéo que tu nous avais partagée sur ta chaîne. Et puis où on avait mis une fourche de chez vous, voilà, qui va très bien. La petite fourche à palette. La fourche elle est là, mais le tracteur il n'est pas là, puisque elle est repartie. Lui elle est là, elle est cachée. Il est chez un collègue en train de semer du maïs. La scie à bois qui est là-haut aussi. La scie à bois est par là, voilà. Bon là elle ne sert pas en ce moment, mais elle a servi cet hiver et ça fonctionne vraiment très très bien. 40 services aussi. C'est des petits outils qui sont toujours bien à avoir quand on est sur une ferme comme ça, qu'on a des petits travaux à faire. Ça simplifie beaucoup de choses et c'est vrai que le fait d'avoir la fourche en plus du Tesco, en fait l'objectif c'était que quand je vais sur l'autre ferme, je prends plutôt le petit tracteur avec la fourche qui roule beaucoup mieux sur la route. Le Merlot il est très bien, mais il est très bien pas très loin. Oui mais c'est ça, c'est de temps. Et donc c'est beaucoup plus simple. Non mais complètement. C'est ça essentiellement le gros du matériel. Si, il y a le semoir qui est derrière quand même. On va voir sur l'autre partie. Alors j'ai investi seul sur celui-là parce que j'ai fait ça il y a maintenant 6 ans. Les agriculteurs de l'Acuma n'étaient pas prêts à passer au semi-direct sous couvert. Voilà, moi c'était juste au moment où mon papa est parti à la retraite. Il fallait que je me pose des questions sur mon exploitation, comment faire. On était deux, il n'y avait pas forcément la surface, la rentabilité pour être deux sur la ferme. Donc il fallait que je me pose la question, soit je changeais mon mode de culture, soit je reprenais un salarié. Et donc j'ai fait ce choix-là de me dire je repars vers l'agriculture de conservation, où là où on fait plutôt des semis, on fait moins de travail du sol. J'ai revendu un tracteur et du matériel de travail du sol. J'ai racheté ce semoir-là en plus. Comme j'étais dans les premiers, on avait des aides. Et donc, en fait, ça m'a permis en gros, de limiter vraiment mes charges sur l'exploitation. Donc, de faire en sorte d'avoir le moins de travail possible. En gros, un tracteur de moins, un salarié de moins, c'est à peu près 40 à 50 000 euros de charges par an. 40 à 50 000 euros sur 250 hectares, ça fait un peu plus de 10 quintaux. Donc il fallait que je perde pas 10 quintaux en ayant changé mon mode de production avec l'agriculture de conservation. Et concrètement, je n'ai pas perdu en rendement, mais j'ai
fortement économisé en charge. Ouais, ouais. Donc plusieurs années que tu le fais maintenant, que tu as pris partie d'être en conservation. Ton père ne l'était pas du tout, il était plutôt... il était déjà passé en TCS, en technique culturelle simplifiée. Ça fait longtemps qu'on ne laboure plus. Ouais. Il n'y a plus du tout de charrue, vous allez encore... elle est toujours là, on ne l'a jamais vendue, elle est un peu dans les ronces derrière. Oui, donc c'est preuve qu'elle sert pas. On l'a gardée parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. Est-ce que demain on passera peut-être en bio, on aura peut-être plus de tel désherbage. C'est le principe de la charrue, quand il y a besoin de désherber, il y a des Alors après, sur le fond, moi je vois l'effet sur mes sols de l'agriculture de conservation, de moins travailler le sol, de mettre plus de couverts, tout ça. On avait des sols qui étaient très battants. Et en fait, ça a réglé ces problèmes de battance. Tu reprends une structure de sol qui est beaucoup plus portée. En contrepartie, l'intérêt de la charrue, c'est pour le désherbage. C'est que quand on remet, quand on remet les graines au fond en dessous et que c'est l'idéal pour repartir sur quelque chose de plus propre. Donc il n'y a pas de, en fait, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise situation. Il faut trouver ce qui correspond vraiment à ce qu'on veut faire. Et moi aujourd'hui, voilà, aujourd'hui là, ça correspond bien actuellement parce que j'ai un objectif de limiter mon travail du sol. J'ai un objectif de développer la vie du sol et donc limiter cette battance, ces problèmes-là. En contrepartie, il faut que je réussisse à gérer la partie mauvaise herbe parce que quand on n'enfouit plus les mauvaises herbes en fond de raie, on en a un petit peu plus, donc c'est plus compliqué à gérer. Donc voilà, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Bien sûr, ça c'est sûr.